journée s'est bien passée. Donc, rebonsoir encore. Huitième personne qui vient de se connecter, notamment Monsieur Fatao. Bonsoir à vous. Si vous me recevez, merci de confirmer. Allez-y, Bonsoir. Monsieur Maïga, ensuite Monsieur Fatao. Bon, juste pour vous dire bonsoir et bonsoir chers formateurs, bonsoir à tous les participants. On vous reçoit 5 sur 5. Merci, Monsieur Maïga. Merci. Aussi, le support est partagé. Est-ce que tout le monde arrive à voir? Transport des matières dangereuses. Allez-y, Monsieur Diarra, qui a son micro ouvert. Oui, bonjour. Bonsoir, du moins. Oui, je vois sur l'écran transport des matières dangereuses. Oui, j'ai le support aussi. Merci, merci. Alors, très rapidement, il est 20h04 à ma montre. J'espère que on peut débuter maintenant. Voilà, le temps de permettre aux autres de nous prendre en marche. Sinon, rappel ou encore s'il y a des questions sur ce qu'on a vu, on va se donner 5 minutes pour discuter et ensuite démarrer à 20h10. Donc, je rappelle que les TMD, c'est juste un petit contenu. Donc, on peut vraiment arriver à épuiser même en 1 heure. Voilà, donc s'il y a des questions, si c'est pour un besoin de rappel aussi, donc priez à ouvrir votre micro et ensemble on pourra donc... Est-ce qu'il y a des questions, d'ordre général sur tout ce qu'on a vu ou encore spécifiques? D'accord, sinon un bref rappel de ce qu'on a vu. Au passage aussi, Monsieur Josué Sanon qui était dans ses préparatifs pour sa soutenance. J'espère que ça s'est bien passé. Sinon, merci aussi de nous tenir en haleine de la suite. Est-ce que Monsieur Sanou nous reçoit? Ok, donc on pourra aller. Alors, un petit rappel de ce on a vu la séance passée. Qu'est-ce qu'on a retenu sur le travail donc en espace confiné? Est-ce qu'un volontaire peut se prêter au jeu? Est-ce que Monsieur Traoré peut nous aider avec ce qu'il a retenu? Oui, c'est possible. Donc, allez-y, Monsieur Traoré. Merci. Euh, le bonsoir à tous. Alors, la dernière séance, nous avons vu une formation sur les espaces clos. Nous avons vu comment d'abord identifier que c'est un espace clos. Alors, dit, pour savoir que c'est un espace clos, bon, et d'abord, un espace clos, c'est un espace, excusez, un espace clos, c'est un espace dont l'intérieur n'est pas euh, utilisé pour être habité ou bien rester. Dedans, c'est utilisé pour des travaux temporaires dont le risque est élevé. On dit,
l'entrée et la sortie est restreinte. Euh, sa position peut être présente aussi des risques à celui qui s'y trouve dedans. Il y a des exemples qu'on a vu, la citerne, les, bon, c'était des cubes, je ne sais pas si c'est citerne, c'était des cubes où l'entrée était vraiment restreinte, l'entrée et la sortie. Il y avait une cube aussi complètement renfermée, puisqu'on dit ça peut être complètement fermé ou partiellement fermé. Voilà. Bon, on a vu des exemples de silos, réservoirs, cubes, citernes. Là, bon, c'est ce que j'ai pu retenir. Merci, Monsieur Traoré. Merci, merci. D'accord, donc c'est ce qu'on a vu, espace clos. Pourquoi parler donc de l'espace clos? Parce que comme notre rôle donc se définit à travers la protection donc des travailleurs, donc déjà on doit savoir contre quoi on doit pouvoir les protéger. Pour répondre donc à ce que Pareto nous dit, dans le travail, dans le lieu de travail, il y a les postes de travail et dans chaque poste de travail, il y a des tâches qui s'y font. Donc, et ces tâches-là, on doit être en mesure de pouvoir identifier les tâches les plus critiques des moins critiques. Les tâches critiques sont celles-là qui vont engendrer plus de 80% donc de dommages parce qu'elles ne sont pas nombreuses. Et donc, nous, déjà en tant que responsables HSE, il va falloir déjà qu'on arrive à étiqueter, identifier ces différentes tâches critiques-là parce que l'exécution même de ces tâches critiques-là peut entraîner 80% donc des dommages. Et donc, dans ce sens, on va mettre des procédures. Et donc, pour revenir donc à l'espace clos qui en fait partie, donc, il y a des conditions déjà pour pouvoir reconnaître qu'un espace est clos. On avait énuméré 3 conditions. La première condition, c'était que c'est un espace déjà qui peut être totalement ou partiellement fermé. On peut aussi le regarder donc comme un verre à moitié plein ou encore à moitié vide pour dire que c'est un espace qui est totalement partiellement aussi donc truc. Donc, là, c'est la première condition. Et compléter à cette première condition-là, il faudrait aussi que déjà cet espace-là ne soit pas destiné à être utilisé comme un poste de travail. Qu'est-ce qu'on met dans le poste de travail? On sait que dans le poste de travail, c'est l'endroit où on est habilité à travailler. Donc, cet espace-là, pas seulement totalement fermé, mais qui n'est pas destiné à être utilisé comme un poste de travail. Secondo, directement, c'est les voies d'accès. Les voies d'accès sont très restreintes. Donc, pour dire aussi que l'entrée ou la sortie est difficile. Et la troisième condition, ce sont les risques même que cet espace-là génère. Donc, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau donc, sur l'aspect physique et que ce soit aussi donc, sur l'environnement. Et donc, pour que un espace soit reconnu comme espace clos, il faut que 2 conditions soient réunies. Les 2 premières et une des conditions, c'est-à-dire les risques même que ces espaces-là génèrent, premièrement, dû par sa fabrication même de base, par ses propriétés même de base, ou encore les risques même qu'elle peut conférer. Et donc, en entreprise, il va falloir que nous, déjà, on arrive déjà à identifier les espaces-là, à les étiqueter, à les marquer. Parce que pour que déjà tout le monde déjà ait l'information en fonction donc des équipements déjà. Donc, après avoir étiqueté ces espaces, il faut mettre une procédure. Donc, la procédure aura déjà comme contenu déjà de pouvoir encadrer les exécutions, que ce soit à travers donc des permis de travail en espace clos. Voilà, pour que toutes les personnes aujourd'hui, quand ils veulent travailler, savent que, attention, il y a l'étiquette d'avertissement qui nous avertit que, attention, c'est un espace clos. Ensuite, on a la mention de danger qui montre la dangerosité de cet espace-là, notamment à travers la couleur rouge. Et après, maintenant, la mention d'obligation à travers donc la procédure que ça requiert, voilà, pour pouvoir y avoir accès et travailler donc en toute sécurité. Et donc, nous, à notre niveau, pour ce faire, on va faire des mesures. Voilà, dans la procédure, on a vu qu'on avait vu des intervenants. Et lesquels intervenants? Il fallait aussi qu'il y ait des travailleurs. Les travailleurs, c'est ceux-là déjà qui ont l'expérience donc de ce type d'activité-là. Deuxièmement, on a le surveillant. Le surveillant, c'est celui-là qui est le pont entre les travailleurs et aussi l'espace même dehors. Donc, c'est celui-là qui arrive à prendre, qui prend directement toutes les informations
concernant donc le travail dans l'espace clos. Et enfin, donc, on a aussi maintenant quoi? Le secouriste qui viendra donc accentuer donc la procédure donc d'urgence. Et donc, pour ce faire, il fallait aussi prendre des mesures en fonction donc des classes même de l'espace clos. Et on avait vu que les espaces clos sont classés en fonction de leur dangerosité, si on peut le dire. Donc, les classes A, hautement à risque au vu même des conditions atmosphériques même qu'on y trouve. Donc, vous allez voir que la limite d'oxygène, parce que l'oxygène qu'on respire dans l'air, dans l'air, plutôt on a 80% de diazote et 20% d'oxygène. Donc, lorsqu'on est en limite inférieure, on a atteint cette limite inférieure d'explosivité et la limite supérieure également. Donc, nous, on va faire des mesures. Les mesures pour montrer qu'attention, nous sommes déjà dans la bonne concentration donc le travail peut se faire. Sinon, si on est dans la limite inférieure, il va falloir qu'on ventile pour rafraîchir. Ensuite, pour mettre encore toute autre condition pour que l'exécution donc, de ce travail-là se fasse donc en toute sécurité. Donc, quand on parle d'espace clos, voici un peu les éléments sur lesquels, voilà, sans toutefois rentrer en profondeur, on avait discuté concernant donc l'espace clos. Donc, très rapidement, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on ne débute donc le cours d'aujourd'hui sur les espaces clos? Donc, comme je le disais d'entrée de jeu, aujourd'hui, nous devrons donc discuter donc des TMD. Donc, je rappelle que la procédure, elle est connue. C'est un cours en ligne donc, qui se veut être donc aussi voilà, participatif. Donc, n'hésitez surtout pas. S'il y a des inquiétudes, des interrogations, on est là pour vous. Ouvrez votre micro, posez votre inquiétude. C'est ensemble que ça permet donc, la contribution des uns et des autres permet d'enrichir le débat et aussi d'améliorer même le contenu. Donc, n'hésitez surtout pas. Alors, donc, aujourd'hui, nous devrons parler donc des TMD. TMD, qu'est-ce que c'est? C'est le transport des matières dangereuses. Pourquoi parler donc des TMD? Parce que vous allez voir que dans tout le programme, on a essayé vraiment d'élargir, parce qu'on sait que le QHSE de base, c'est celui-là qui est polyvalent, qui intègre 4 codes à son acte, à savoir la qualité, la santé, sécurité et aussi donc quoi, l'environnement. Et donc, il est appelé donc à travailler, à pouvoir mettre toutes ses compétences au service donc de toute entreprise. Et dans ce sens, les TMD en font partie. Parce que généralement, vous allez voir que beaucoup se concentrent sur le périmètre opérationnel. Donc, qui dit périmètre opérationnel, ça sera le lieu de travail. Et sachant que nous qui sommes responsables de la santé et de la sécurité de notre travail, on doit travailler sur 2 aspects, lesquels on doit travailler sur les accidents, parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup d'enjeux qui tournent autour des accidents. Ensuite, on doit travailler sur les maladies professionnelles, qui ne fait pas de nous des médecins, je rappelle, parce qu'on travaille à ce que des maladies qui sont encadrées comme professionnelles, liées en fonction même du poste donc, de travail, arrivent moins ou encore leur probabilité même de survenir même se rapproche donc à 0. Et donc les TMD, parce que ça va sortir, ça sort même au-delà donc de notre périmètre opérationnel. Et quand on va dire matière dangereuse, que ce soit sur le plan de la santé et sécurité, que ce soit aussi sur le plan environnemental, l'État en a un droit de regard. Donc, raison pour laquelle on a jugé bon d'intégrer donc ces éléments pour que tout cela aujourd'hui qui devienne QHSE dans une entreprise, soit de la logistique ou encore dans une entreprise qui évolue partant même d'un périmètre opérationnel, c'est à travers la conception, la fabrication et le transport, on puisse voir déjà et avoir tous les moyens nécessaires pour encadrer donc ce type d'activité. Alors, d'après vous, quand on parle de matière dangereuse, qu'est-ce que c'est une matière dangereuse, d'après vous? Qu'entendons-nous par matière dangereuse? Allez-y, monsieur Diarra. Moi, j'entends par matière dangereuse le transport par exemple, des liquides inflammables. Et puis, bon, tout ce qui peut être source d'incendie. Donc, matière dangereuse pour monsieur Diarra, transport de liquide inflammable et tout ce qui peut être source d'incendie. Autre proposition, matière dangereuse. Allez-y, monsieur Traoré. Oui, merci. Selon moi,
Une matière dangereuse, c'est une substance ou un objet présentant des risques pour la santé, la sécurité, pour l'homme et l'environnement. Merci, Monsieur Diarra. Monsieur Maïga, allez-y. Non, c'est sans objet. Monsieur Diarra, Monsieur Diarra a donné la définition que je voulais donner. C'est ça. Merci, Monsieur Maïga. Une autre main, allez-y, Monsieur Drabo. Ouais, Ensuite, Roxane bon, Zongo. bon, je m'aligne sur la réponse du monsieur de l'autre intervenant là. Bah, les matières dangereuses là, c'est la matière dont les risques sont beaucoup très élevés. C'est ça. Donc, les risques là peuvent impacter l'environnement et puis les êtres humains, notamment, on peut parler de cyanure, vous voyez, non? Les liquides inflammables, tout cela, ce sont des matières très dangereuses. Donc, le transport là, ça demande beaucoup de précautions. Merci. Merci, Monsieur Diarra. Roxane Zongo et ensuite Monsieur Barry pour terminer. Bonsoir. Bonsoir, Mme Zongo. Les matières dangereuses, bon, je pense que je vais m'aligner derrière ce que les uns et les autres viennent de- les uns et les autres viennent de dire. Les Alignez-vous matières donc. dangereuses, pour moi, c'est sont des substances en fait nocives, nocives plutôt à l'homme et à l'environnement. Donc, Donc, nocif à l'homme et à l'environnement, allez-y. ça peut être le cyanure, ça peut être les, les matières chimiques, Oui. ça peut être le liquide inflammable, comme ça peut être- mais Merci, Monsieur Barry, pour terminer. Ok, bonsoir, Monsieur Bado, bonsoir, chers participants. Oui, pour moi, c'est la même chose. Hein. Le transport des matières dangereuses, c'est des matières provoquantes et qui peuvent avoir des risques pour les personnes et également pour l'environnement. Je vais prendre l'exemple des produits explosifs ou soit des produits à rayonnement ionisant. Voilà, notamment le cas des produits explosifs ou également le cas des transports des sources radioactives. Donc, c'est le transport des matériaux très dangereux. Comment? Merci, Monsieur Barry. Une autre main levée. Je vois rapidement. Allez-y. OK, on va demander à Roxane Zongo de baisser la main, s'il vous plaît. Monsieur Barry a le micro ouvert. Si c'est pour intervenir, allez-y. Monsieur Mahamadi, allez-y. D'accord, bonsoir, M. Bado, bonsoir à tous les participants de la réunion. Entendons pas des matières dangereuses, toute substance qui peut nuire la santé de l'homme et l'environnement. Toute substance qui peut nuire à la santé donc, de l'homme et à l'environnement. Et donc, c'est essentiellement ça. Donc, la contribution déjà des uns, Soumaïla Ouedraogo, oui, allez-y. Est-ce que M. Ouedraogo nous reçoit? Allez-y. Allez-y, M. Ouedraogo. Oui, bonsoir, M. Bado. Et bonsoir, chers interlocuteurs. Vous me recevez? Oui, on vous reçoit 565, M. Ouedraogo. Allez-y. OK. Pour moi, bon, lorsqu'on parle de transport de matières dangereuses, disons, on va aller terre à terre. Le transport, c'est le déplacement d'un point A à un point B d'une Oui. matière qui a un danger qui est statique. Ouais. C'est-à-dire que c'est un danger qu'on ne peut pas déplacer ou réduire, mais qu'on peut mettre des moyens pour en aguiler. C'est ça. Merci, M. Ouedraogo. Merci. Merci. Alors, donc, le transport des matières dangereuses, en abrégé TMD, donc, ne concerne pas que les produits hautement toxiques,
Donc, il concerne aussi donc, tous ces produits-là déjà qu'on utilise très fréquemment, qu'ils soient donc solides, liquides donc, ou gazeux. Et donc, pour revenir donc à la définition même de la matière dangereuse, donc une matière dangereuse, c'est toute matière, qu'il soit solide, liquide ou gazeux, qui a ce potentiel-là de pouvoir créer donc des dommages, que ce soit donc sur l'homme ou encore sur un bien matériel ou même encore sur l'environnement. De par sa conception de base, c'est-à-dire ses propriétés même physiques ou chimiques. Donc, toute matière, en fonction même de sa conception de base, qui a un potentiel donc de créer donc des dommages, est considérée donc comme matière dangereuse. Donc, pour ce transport de ce type donc de matière, il faut quand même une procédure, déjà que nous, déjà en tant que responsables, qui avons en charge de protéger les biens, l'environnement et les ressources humaines de l'entreprise. Donc, naturellement, il faut qu'on mette en place des procédures pour accompagner ce type d'activité-là de transport, que ce soit partant de notre site jusqu'à destination, en couvrant donc tout le trajet. Donc, d'où la nécessité aujourd'hui d'en discuter. Donc, alors donc les risques donc de transport de matières dangereuses, on en trouve plusieurs. Parce qu'aujourd'hui, directement, que ce soit avec toutes les composantes dans leur ensemble, que ce soit sur le site, dans le transport ou encore même à destination, de par les produits même qu'on transporte, on peut quand même avoir donc plusieurs types donc de risques. Et donc, par définition, ça nous permet aussi déjà de revenir encore sur les définitions de base. Est-ce que la matière dangereuse, dans ce cas de figure, peut être considérée comme un risque ou un danger? Est-ce que la matière dangereuse peut être considérée comme un risque ou comme un danger? C'est une question, hein, je rappelle. Allez-y, monsieur Diarra. Une autre main levée. OK, allez-y, monsieur Diarra, si vous nous recevez. Je pense que le transport de matières dangereuses est un risque. Est un risque. OK, merci, monsieur Diarra. Monsieur Kara. Oui, bonsoir, Monsieur Bado, bonsoir à tout le monde. Bon, pour moi, ici, le transport des matières dangereuses, bon, je dirais aussi que c'est un risque, hein, parce que, bon, euh, si toutefois, et bon, étant donné que c'est déjà une matière qui est dangereuse, si l'homme ajoute vraiment ses actions à ça encore, bon, c'est plus qu'une exposition. Voilà. Donc, voilà pourquoi il faut prendre ces matières dangereuses-là très au sérieux pour pouvoir diminuer, bon, ou bien en tout cas anticiper les risques. Voilà. Merci. D'accord. Monsieur Isaïe Ouedraogo. Est-ce que monsieur Isaïe Ouedraogo nous reçoit? Oui, je vous reçois. Bonsoir, Monsieur Bado. Oui, Bonsoir, chers bonsoir, monsieur Ouedraogo. participants. Moi, je dirais que le transport des matières dangereuses est un danger. Est un danger. Voilà. Donc, ça Vous me recevez? met en contradiction. On vous reçoit 5 sur 5. Oui. Et Ok, d'après merci. vous, pourquoi la matière dangereuse? Parce que la question de base, c'était la matière dangereuse elle-même. Mais si on ajoute le transport, il n'y a pas de problème. Donc, pourquoi d'après Bon, vous, c'est un danger? bon, la matière est un danger parce que sa dégradation sa dégradation maintenant qui comporte des risques de pollution, d'explosion. Voilà. Maintenant, OK, la matière même est un danger. c'est un danger. D'accord. Merci, monsieur Ouedraogo. Monsieur Traoré? Oui, bah, selon moi, en tout cas, c'est un risque.
et C'est non un un risque. danger. Allez-y, pourquoi? Et non un danger. Euh, Parce que si nous prenons, par exemple, le transport des liquides inflammables, en cas d'un accident, ça peut donner des incendies ou bien des explosions ou bien des fuites toxiques. Peut avoir des conséquences humaines graves, quoi. Merci, Monsieur Traoré. Roxane Zongo. Bon, moi, je dirais que c'est un risque pour un danger. On vous entend faiblement, Roxane Zongo. Oui, je disais que c'est un risque à la fois un danger. C'est un risque à la fois un danger. Allez-y. Bon, selon moi, hein, parce que du Oui, moment allez-y. où c'est appelé matière dangereuse, on a d'abord Oui. le mot danger dans dangereuse Oui. et c'est aussi un risque parce que c'est ce que mon prédécesseur vient de dire. Ça peut être un risque aussi parce que, par exemple, son transport peut entraîner un incendie, ça peut entraîner une pollution à l'eau. Moi, je vois ça comme ça. D'accord. Bien reçu. Monsieur Bouddha, allez-y. D'accord. Bonjour, cher professeur, et bonjour, chers participants. Moi, je dirais non, que c'est un danger. Je m'explique parce que le transport dépend, euh, les risques dépendent plutôt, varient en fonction du mode de transport. C'est ça. Vous m'entendez? On vous reçoit 5 sur 5, Monsieur Par Bouddha. exemple, d'accord, je dirais par exemple pour quelqu'un qui désire transporter peut-être une matière dangereuse, prenons par exemple l'exemple de l'essence dans une citerne. À Oui. force de faire la vitesse, le transport, si les deux côtés se tapent là, si le réservoir n'est pas aussi plein que ça peut créer un problème, un incendie. Voilà, parce que c'est des faits. Et le transport ici dépend, puisqu'il y a des transports fluviaux, il y a des transports aériens, ferroviaires, routiers. D'accord. Il y a plusieurs canaux. C'est ça. Donc, je dirais non que c'est un danger. Voilà. Que c'est un danger. Merci, Monsieur Bouddha. Alors, et ici, on Je vous arrive en à prie. voir que l'intervention des uns et des autres permet de faire cette nuance-là entre le mot danger et le mot risque. Donc, des volontaires vraiment pour nous redéfinir ce que c'est un danger et ce que c'est un risque. Qu'est-ce qu'un danger et qu'est-ce qu'un risque? Allez-y, Monsieur Barry. Bon, excusez-moi, j'étais sorti un peu, je n'ai pas suivi la question, mais la question que j'ai prise de suite là, c'est quelle est la différence entre un danger et un risque? Donc, on Mais a dit avant ici ça, que on demandait est-ce qu'une matière dangereuse est considérée comme un danger? c'est une matière dangereuse est considérée comme un Danger ou un risque? euh, une matière dangereuse, considérée, selon moi, elle est considérée comme bon, un risque. Un risque. Maintenant, on revient Voilà. maintenant avec la définition. Voilà, un danger, c'est toute substance qui est susceptible de causer un dommage à l'homme ou soit à l'environnement. Voilà. Maintenant, un risque, c'est l'exposition au danger qui fait le risque. Maintenant, aussi, on peut dire aussi la gestion Oui. des dangers aussi peut appeler un risque. Voilà, si le danger n'a pas été bien contrôlé ou bien n'a pas été bien géré, donc le risque vient et la gravité peut s'opposer. Donc, très, Bon, très bien résumé la définition. Allez-y. j'avais dit ça va dépendre aussi de la gestion le risque peut dépendre aussi de la gestion du danger. Voilà, Donc, si le danger n'a pas été bien géré, donc le risque va se manifester et la gravité aussi peut en découdre. c'est ça.
Merci, monsieur Barry. Madame Souleymane, allez-y. Est-ce que Madame Souleymane nous reçoit la main était levée? Sinon, en attendant, M. Traoré. Oui, bonsoir, Monsieur Badou. Allez-y, Madame Souleymane. Oui, bonsoir, Monsieur Badou. Oui, bonsoir, Madame Souleymane. Oui, bonsoir, chers participants. Selon moi, un danger Oui. est toutes sortes de menaces qui pourraient causer des dommages, soit à un équipement, soit à un matériel. Mais un risque est une exposition à ces dangers. À ce danger. Les dangers ont déjà été identifiés. Oui. Voilà, si toutefois les mesures correctives n'ont pas été apportées, voilà, un risque Donc, va dans survenir. notre exemple, une matière dangereuse, est-ce un danger ou un risque? Bon, je dirais un danger parce que nous sommes exposés. Voilà, nous sommes exposés. Si vraiment, vu même que les matières ont été même, de par leur conception, Oui. comportent des dangers. Voilà, je pense que c'est OK. un risque. Merci, Madame Souleymane. On termine avec Monsieur Ouedraogo. On pourra avancer. Moi, je dirais, une matière dangereuse d'abord, c'est un danger. Et au niveau du transport maintenant, c'est là qu'intervient le risque. Comme l'a défini Madame Soulama, le danger et le risque, c'est dû à l'exposition au danger. Donc, pour moi, la matière dangereuse, c'est un danger au départ. Le facteur maintenant risque intervient lors du transport. C'est tout ce que je voulais ajouter. Merci, Monsieur Ouedraogo. Alors donc, à travers les définitions, ça me réjouit quand même de comprendre que les définitions sont là. De pouvoir adapter ces définitions-là sur le terrain. Voilà, parce que c'est bien quand même de pouvoir bien mettre la différence entre le mot danger et le mot risque. Mais sur le terrain, voilà, sur le terrain, ça sera le terrain. Donc, il va falloir être à mesure de pouvoir identifier même quels sont les dangers et quels sont les risques. Et donc, par définition, donc, un danger, c'est tout objet qui peut être matériel comme immatériel, qui représente une menace à nos yeux et qui a un potentiel de créer des dommages. Quel dommage? Et donc, le risque, c'est le facteur d'exposition. Et on nous parle donc d'une probabilité que les dommages du danger là arrivent. Donc, les dommages du danger, en fait, représentent les risques. Et quand on prend la matière dangereuse elle-même, si elle représente une menace pour nous et qu'elle a un potentiel d'entraîner des dommages, et pour revenir à la définition, lorsqu'elle est susceptible, donc quand on parle susceptible d'entraîner, il y a une notion de probabilité qui rentre en ligne de compte, des conséquences graves. Donc, elle a ce potentiel-là de pouvoir créer donc des dommages. Donc, dans ce cas de figure, la matière dangereuse sera considérée comme un danger. Maintenant, l'exposition à ce danger-là peut entraîner plusieurs types de risques. Donc, on parle maintenant de dommages. Et on peut en citer plusieurs. Risques pour la santé, il y en aura. Risques même physiques, il y en aura. Donc, il faut qu'on arrive quand même à faire cette nuance-là. Et le transport de la matière dangereuse va même encore représenter quoi? Une situation dangereuse qui aussi expose les potentiels utilisateurs riverains aussi à plusieurs risques. L'engin en lui-même peut s'exploser, ça peut créer un incendie, ça peut créer un accident de circulation. Et donc, voici les dommages donc, qui peuvent en sortir. Donc, il faut qu'on arrive quand même à faire cette nuance-là. Est-ce qu'il y a des questions sur cette nuance-là, la notion de danger et risque? Ou est-ce que c'est très bien compris maintenant? Danger et risque. Danger, menace qui a un potentiel de créer ces dommages-là.
Alors, donc, concernant donc, le transport donc, des matières dangereuses, elles sont donc classées en fonction donc, du type donc, de risque que les TMD donc, génèrent. Donc, on aura forcément le risque donc, des transports des matières dangereuses rapprochés. Donc, les matières dangereuses seront considérées donc, comme un danger. Elles auront plusieurs risques. Mais lorsque ces risques-là sont rapprochés, donc, raison pour laquelle ici, on essaie donc de les répartir en trois. Donc, c'est pour dire que si on est HSE directement dans une entreprise, lorsqu'on intervient dans la conception, dans la fabrication, dans l'embouteillage même des matières dangereuses, en prenant la matière dangereuse avec toute sa définition, c'est-à-dire qu'elle peut être solide, liquide ou gazeuse, avec ses propriétés de fabrication, mais qui ont ce potentiel-là de pouvoir créer des dommages sur l'homme ou sur l'environnement. Dans ce cas de figure-là, lorsque ces risques-là seront rapprochés, quand on va parler donc de rapprocher, c'est-à-dire elles seront très proches donc de notre périmètre opérationnel, c'est-à-dire elles commencent même à sortir même pour son transport. Donc, lorsque ces risques-là sont à proximité même d'une installation, dans ce cas de figure, pourquoi? Parce que tous les risques qui peuvent en découler, elle est à portée de main et naturellement, tout notre plan de prévention installé sur le site peuvent servir même à pouvoir contrôler le risque là près de nos installations. Et ici, quand on parle de plan particulier donc d'intervention, qu'est-ce que c'est? Donc, généralement, ici, la loi oblige toute entreprise, en fonction donc de leur niveau donc d'exposition à un risque, de pouvoir faire ce qu'on appelle encore le plan d'opération interne à l'entreprise. Donc, je pense qu'on en avait déjà discuté là-dessus. Le POI contient donc un ensemble de scénarios parce qu'on a compris que, quelles qu'en soient les mesures de prévention qu'on va mettre, le risque zéro n'existe pas et tout peut arriver. Donc, préparez des scénarios en fonction de vos installations, de vos matières dangereuses. Si, par exemple, vous avez des fûts donc, de matières dangereuses, donc on va scénariser si ces fûts-là arrivent à s'exploser. Comment on arrive directement à pouvoir gérer le sinistre pour éviter que les dommages là, donc, ne soient beaucoup plus exagérés. Donc, le POI rentre en interne, on va définir donc des responsables et autres pour que si la situation arrive avec des simulations, chacun s'approprie donc son rôle. Le PPI, c'est le plan particulier donc d'intervention. Donc, une deuxième encore obligation. Et lui, directement, il est beaucoup plus organisé donc avec les autorités. Parce que les autorités savent que le POI, qui est le plan d'opération interne, peut s'avérer être inefficace. Donc, si elle s'avère inefficace, l'État maintenant qui est garant de la sécurité de sa population rentre en ligne de compte pour sauver cette population. Vous prenez une zone industrielle comme Kosodo. Donc, si on scénarise que, par exemple, Kosodo, on a une vague d'incendie vraiment ravageur qui prend d'une entreprise à une autre, c'est le PPI qui va rentrer en ligne de compte à travers même la commune, la mairie, qui va faire des annonces, demander de voir comment est-ce qu'on va faire évacuer la population même qui est à l'intérieur même de Kosodo, parce que là, ça dépasse même la capacité même des entreprises. Et donc, l'État rentre en ligne de compte à travers les ambulances, à travers les pompiers, à travers des SOS, à travers en tout cas des communiqués pour contrôler même le sinistre afin donc de diminuer donc des dommages. Donc, quand on parle de PPI, c'est le plan particulier d'intervention et le POI, c'est le plan d'opération donc interne. Ce sont donc des documents qu'on rédige et on scénarise pour que lorsque le pire arrive, on arrive donc à les contenir. Alors, on a les risques de TM2 diffus. Diffus, le risque donc se répartit sur l'ensemble même du réseau, qu'il soit routier, ferroviaire donc, et même encore fluvial. Parce que là, on dépasse même notre périmètre opérationnel. Là, soit on est en zone urbaine ou encore rurale, mais le plus important, c'est que quand même, on est dans le réseau routier. Et dans ce cas de figure, si les risques surviennent, quels sont les moyens qu'on pourra mettre en œuvre pour contrôler ce risque-là? Parce que, nous sommes responsables donc, de la sécurité de nos travailleurs ou encore même de tous les risques que peuvent générer notre activité, que ce soit sur la population ou même sur l'environnement. Donc, on aura aussi un droit de regard. Donc, quels sont l'ensemble des éléments qu'on va mettre pour pouvoir contrôler les risques? Un, lorsqu'ils sont rapprochés et deux, lorsqu'ils sont aussi diffus sur l'ensemble donc, de leur réseau, qu'ils soient routiers, ferroviaires donc, ou même fluvial. Et le 3, donc, les risques de TMD par canalisation. Là, on va parler donc des pipelines qu'on retrouve très, très fréquemment donc, en Europe. Vous allez voir que généralement, on a une source donc de canalisation même pour les gaz butane même à la maison où lorsque vous arrivez simplement, vous faites le raccord et automatiquement donc ça vous sert.
Et donc aujourd'hui, beaucoup donc, de restaurants travaillent même aujourd'hui à travers donc, les très grandes bouteilles de gaz où ils arrivent à faire donc, une canalisation avec un raccord pour pouvoir donc, servir même les restaurants donc, de base. Ça permet donc de sécuriser le danger à proximité et la canalisation donc, permet donc d'alimenter donc, les cuisinières voilà, pour pouvoir préparer donc très très facilement. Donc c'est le risque le plus facilement identifiable dès lors qu'il est répertorié dans différents documents encore et localisé. Pourquoi? Parce que la canalisation, on a d'autres circuits qu'on arrive vraiment à intégrer ou à travers une maintenance préventive pour pouvoir détecter donc toutes les fuites. Et lorsque ces fuites-là sont engendrées naturellement, facilement, on peut arriver donc à les contrôler. Et donc, quand on parle donc de TMD, c'est par risque donc qu'ils peuvent générer, donc qu'ils soient rapprochés près de notre site, près de notre installation, où on aura facilement cette capacité-là de pouvoir gérer, maîtriser un tant soit peu, que ce soit les risques donc de TMD diffus lorsque l'on est dans le réseau, qu'il soit routier, fluvial ou maritime, et encore le risque donc de TMD donc par canalisation. Et donc, quels sont les principaux risques donc, liés aux matières dangereuses? On en a donc plusieurs. Et par définition, si on considère une matière dangereuse avec sa définition de base comme un danger par définition et qui a ce potentiel-là de pouvoir créer des dommages qu'on va appeler risques, mais qui sont conditionnés par une probabilité, ça peut arriver. Voilà, donc généralement, on arrive à voir aujourd'hui même le transport, par exemple, des citernes qui peuvent exploser comme qui peuvent ne pas exploser. Donc, ça signifie que directement, on peut avoir plusieurs types de risques. Donc, on a le risque d'explosivité, le risque gazeux, le risque d'inflammabilité par sa propriété même de prendre facilement le feu, sa toxicité en fonction même de sa matière, de sa fabrication même de base. Parce qu'on a vu que la matière dangereuse ne se limite pas uniquement qu'à l'explosion ou encore qu'à son caractère donc d'inflammabilité. Donc, la toxicité, ce sera sa propriété à pouvoir empoisonner, à nuire même à la santé ou causer donc la mort, que ce soit par inhalation, par voie respiratoire, digestif ou encore même cutanée. Et par la radioactivité, par la propriété donc d'émettre donc divers rayonnements dangereux pour les êtres vivants. Alors, la corrosivité également, sa propriété de pouvoir ronger, d'oxyder ou de corroder donc des matériaux et les risques infectieux qui reviennent beaucoup plus sur les risques donc des catégories biologiques. Propriété donc de provoquer des maladies graves donc chez l'homme, qu'ils soient cancérigènes, mutagènes ou pas. Donc, le danger de réaction violente aussi et les risques donc de brûlure. Alors, donc, quels sont donc les différents types de transport de matières dangereuses? Donc, les matières dangereuses, ils peuvent être acheminées parce que quand on parle donc de transport, c'est ce que M. Ouedraogo disait tantôt, ça sera le déplacement d'une matière d'un point A à un point B. Maintenant, quels sont les réseaux qu'on doit pouvoir donc utiliser? Donc, si on est HSE, on arrive à comprendre qu'en fonction donc du type de TMD, on arrive donc à savoir les différents risques qu'il procure, qu'ils soient diffus, rapprochés donc, ou par canalisation. Ensuite, par les réseaux routiers, donc les statistiques donc, le démontrent que plus de 76%, que ce soit en Europe ou encore en Afrique, la plupart donc, du transport de ces matières dangereuses donc, se fait donc, par les routes. Et si ce n'est pas les routes, quels sont les éléments que nous, en tant qu'HS, on doit pouvoir mettre en place pour pouvoir sécuriser le transport, qu'il soit diffus ou encore qu'il soit rapproché, ou encore qu'il soit par canalisation. C'est là l'interrogation. Que ce soit par un transport par voie ferrée, qui tourne autour d'environ 16%, donc lui aussi directement qui facilite donc l'acheminement d'un point A à un point B des citernes, que ce soit en vrac donc, ou encore, mais quand même qui arrive vraiment à pouvoir donc faciliter donc le transport. Et par voie maritime. Donc l'un dans l'autre, ça sera à nous donc de pouvoir donc sécuriser maintenant l'ensemble donc de ces voies. Donc par canalisation enterrée, généralement on arrive quand même à les voir sur les hautes distances. Voilà. Donc quand on parle donc de type de transport des matières dangereuses, c'est par les moyens donc d'acheminement donc d'un point A à un point B. Alors donc quels sont les principaux dangers liés au TMD? Donc ici, pour faire encore cette nuance-là, est-ce que le mot danger a tout son sens ici? Est-ce que le mot danger
les principaux dangers liés au TMD. Est-ce qu'il aura tout son sens ici? Question? Oui. Allez-y. Pourquoi? Oui, pourquoi Roxane Zongo? Pourquoi le mot danger a tout son sens? Est-ce que Roxane Zongo nous reçoit? Allez-y, monsieur Ouedraogo. À mon niveau, moi, je dirais non. Oui, C'est lorsqu'on pourquoi? sera exposé qu'il aura des répercussions sur la santé. Donc, ok, d'accord, merci, monsieur Ouedraogo. Donc, ici, on prend en compte, on prend le TMD ici donc, comme la matière elle-même dangereuse. Donc, ici, raison pour laquelle à chaque formation, on met l'accent vraiment plus sur Je l'explication. suis là. Oui, allez-y, allez-y. Désolée. Oui, allez-y. Vous pouvez reprendre votre question, s'il vous plaît. Est-ce que ici, le mot danger a tout son sens? Oui, bien évidemment. Allez-y, Parce pourquoi? que ici même, le TDM, Oui. ça renvoie TMD. directement, un TMD plutôt. Je crois que c'est à l'hôpital. Le TMD, ça renvoie directement au danger. Les TMD renvoient directement donc, au danger. Merci. Monsieur Maïga, allez-y. Est-ce que monsieur Maïga nous reçoit? Ok. Et effectivement, le TMD renvoie directement au danger. Parce qu'on parle d'abord de transport. Donc, le transport à lui seul, il présente des dangers. Maintenant, si en plus du transport, il y a la matière qui est transportée aussi qui est dangereuse, en tout cas, ça amplifie le danger au fait. Ça amplifie le danger. D'accord, merci monsieur Maïga. Donc, d'un point de vue A comme d'un point de vue B, tant qu'on a les arguments qui accompagnent, ça peut se comprendre. Parce que ici, si on prend le transport ici en lui-même comme un danger, une menace qui a ce potentiel de créer donc des dommages, elle a tout son sens. Mais dans un autre sens ici, quand on veut parler donc des principaux dangers liés au transport des matières dangereuses, parce que le TMD en lui-même, comme Roxane l'a dit, il est considéré donc comme un danger, on fait beaucoup plus allusion aux différents dommages qui peuvent donc en découler. Donc, naturellement, sur la santé, par exemple, on peut avoir l'explosion. Donc, le transport des matières dangereuses peut entraîner des risques qui peuvent arriver ou pas, notamment l'explosion, l'incendie, les nuages toxiques. Donc, voici un peu. Alors, l'explosion donc, peut être occasionnée donc, par un choc avec production donc, d'étincelles par l'échauffement d'une cuve, comme l'exemple de M. Bouddha, voilà en démonstration. L'incendie peut générer aussi un incendie, peut être causé aussi par l'échauffement donc, anormal, parce qu'on a fini par comprendre que, attention, aujourd'hui, nous, aujourd'hui qui sommes avertis, on arrive à faire on a cette compréhension aujourd'hui des débuts de feu. On sait que pour qu'il y ait feu, il faut que 3 composantes soient réunies, le combustible, le comburant donc, et l'énergie d'activation. Donc, si on a directement le comburant déjà dans l'air, le combustible, la matière elle-même représente le combustible avec l'engin et les ressources même qui y sont à l'intérieur. Et enfin, on aura forcément besoin donc d'un point d'achoppement et naturellement, l'incendie ou l'explosion donc, va arriver. Et aussi le nuage toxique. Le nuage toxique donc, qui peut aussi provenir donc, d'une fuite en fonction aussi de la matière dangereuse elle-même. Voilà, qui peut se propager à distance donc, du lieu même de l'accident et qui va se mélanger dans l'air ambiant. Et lorsqu'elle va se mélanger dans l'air ambiant, on aura forcément, voilà, on sera forcément exposé en respirant ce air-là parce qu'on n'aura pas forcément des EPI pour pouvoir épurer l'air, séparer les mauvais gaz, donc des bons gaz, notamment l'oxygène, donc pour pouvoir donc, le respirer. Alors, pour l'environnement, naturellement,
parce qu'on a dit que la matière dangereuse elle prend en compte aussi l'environnement. Et en environnement, nous sommes responsables. Et surtout par rapport au transport, le code de l'environnement est clair. Toute personne, qu'il soit physique ou encore que ce soit une entreprise, est responsable donc des déchets. Là, c'est pour paraphraser un peu, est responsable donc des déchets, c'est-à-dire que ce soit une matière dangereuse, parce que dans les déchets, on finira par comprendre que, attention, les déchets, on a des déchets aussi dangereux. Voilà, donc, est responsable donc de la gestion donc de les déchets et doit travailler à éviter que leur activité ait moins d'impact sur l'environnement. Si l'activité a un impact sur l'environnement, le même code oblige cette entreprise à réparer l'environnement. Donc, ça répond à ce principe donc, de pollueur-payeur. Donc, naturellement, si nous sommes dans le TMD et que par négligence ou encore de façon soudaine, un accident arrive et que cette matière-là est répandue dans l'environnement, qui pollue l'environnement, qu'est-ce qu'on va mettre dans la pollution? Ça sera donc toute modification des composants de l'environnement, que ce soit l'eau, l'air, le sol et l'homme donc en lui-même. L'entreprise a obligation de pouvoir réparer. Si c'est l'eau, ils seront obligés de pouvoir dépolluer l'eau. Et toutes les conséquences, les ressources halieutiques donc, qui vont en partir, ils seront en mesure donc, de pouvoir décontaminer l'eau avec toutes les réparations qui vont avec. Si c'est le sol également, de peur que ces produits chimiques-là n'aillent aussi donc polluer la nappe phréatique, ils seront amenés aussi à décontaminer encore le sol. Donc, l'un dans l'autre, il y a beaucoup d'amendes en environnement. Et ces amendes-là sont très coûteuses, qui peuvent aller jusqu'à 80 à 100 millions. Monsieur Maïga en sait beaucoup. Donc, lorsqu'on est responsable là chez eux, pour ce type de transport-là, on doit avoir encore un droit de regard. Non pas forcément sur l'aspect physique, c'est-à-dire le matériel et l'humain, mais aussi sur l'environnement, parce que nous en sommes encore responsables. Et pour les biens maintenant, un accident en fonction du TMD, de la matière dangereuse, il peut entraîner donc des accidents chimiques, chose qu'on voit très fréquemment. Alors donc, quelles sont les causes d'accident d'un TMD, que ce soit donc par canalisation, par transport routier ou encore par transport maritime, d'après vous? Par canalisation, quelles peuvent être les causes donc d'un accident, de l'acheminement donc d'une matière dangereuse par canalisation à travers les pipelines? Quelles peuvent être les causes? Oui, allez-y, monsieur Maïga. Et parmi les causes, on peut citer le sabotage. Vous me recevez? Oui. Parmi les causes, vous me recevez? Oui, on vous reçoit 5 sur 5, monsieur Maïga. Donc, je disais, parmi les causes, on peut citer le sabotage. Le sabotage, ok. Un accident qui peut survenir, genre un objet en déplacement percute Oui. la canalisation. La canalisation. Ou bien un incendie de la zone de un incendie sur une zone que traverse la canalisation. Et le manque d'entretien de la canalisation. Ah, voilà quelques causes. Merci, monsieur Maïga. Merci. Et donc, les causes, généralement, ça sera que ce soit de façon malveillante, c'est-à-dire intentionnelle. Donc, quelqu'un même peut
vouloir, et c'est ce qu'on va mettre dans le sabotage. Par contre, le matériel en lui-même, donc le facteur humain, à travers donc la malveillance, le sabotage, ou encore même un défaut même de fabrication même de la matière qu'on va utiliser même pour pouvoir canaliser. D'un autre côté aussi, on peut avoir aussi donc le manque de professionnalisme même des personnes même qui vont faire le montage. Donc, on va travailler à ce que l'entreprise qui sera chargée ait vraiment l'expertise même dans ce domaine-là. Et donc, ensuite, le matériel aussi peut être détérioré donc, dans le temps. Et donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a cette maintenance préventive donc, qu'on pourra mettre avec des capteurs. Généralement, dans l'entreprise, on met des capteurs donc, sur ces canalisations-là afin donc, de pouvoir détecter tout circuit donc, de fuite et travailler donc, à les réparer très, très rapidement. Donc, que ce soit donc, en fonction même du type donc, de matière. Le transport routier aussi, on peut avoir plusieurs causes, c'est-à-dire qu'elles soient humaines. Donc, tout peut jouer déjà sur la main-d'œuvre. Qu'est-ce qu'on va mettre dans la main-d'œuvre? Donc, c'est, je vais appeler ça la bonne conscience même du transporteur. Voilà. C'est-à-dire, avec des clauses de base, il ne doit pas rouler donc sous l'effet de l'alcool, etc., etc. Donc, toute cette main-d'œuvre-là peut être sujet même d'exposition. L'engin même en lui-même, si elle n'est pas en bon état, elle peut aussi facilement entraîner donc une déroute et le milieu de transport qu'on va pouvoir aussi utiliser. Et enfin, donc, la matière donc, elle-même. Alors, pour le transport donc, ferroviaire qui s'avère beaucoup plus sécurisé, sécurisé pourquoi? Parce que son acheminement donc, est géré en fonction donc, d'un itinéraire qui est déterminé de base, qui est très moins encombrant par rapport, par exemple, aux voies donc, de circulation où on a le public même aussi donc, on a un micro qui est ouvert. Je vais voir. Ok, monsieur Maïga. Voilà, merci. Donc, le transport ferroviaire donc, qui est beaucoup plus sécurisé. Alors, donc, quand on va parler d'enjeux donc, des accidents donc, liés au TMD, naturellement, voilà, c'est ce que l'entreprise peut gagner donc, ou perdre. Voilà, donc, naturellement, ça revient directement au même type d'enjeux liés donc, quoi, à la mise en place d'un programme de santé et sécurité. Donc, humain, il s'agit des personnes physiques donc, directement ou indirectement exposées. Donc, qu'il y ait des conséquences ou pas. Si l'entreprise arrive, donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans l'entreprise? C'est le responsable QHSE. S'il arrive directement à mettre en place un bon programme de formation, d'information, de sensibilisation et de prévention dans l'enjeu humain, l'entreprise donc pourra en tirer donc tous les bénéfices et éviter donc beaucoup d'accidents. Et quand on va parler donc d'accidents, aujourd'hui on arrive à comprendre donc quels sont les enjeux même liés même à un accident. Économiquement, l'entreprise va se sentir mieux parce qu'au lieu d'enlever l'argent pour pouvoir soigner, réparer donc tout ce qui va avec l'accident, que ce soit sur l'homme, que ce soit sur le matériel ou encore que ce soit sur l'environnement, l'entreprise donc va se sentir économiquement mieux. Et l'enjeu environnemental avec toutes les sanctions affiliées même à une quelconque pollution donc, de l'environnement, on finit par comprendre que le transport donc, des matières dangereuses aussi doit vraiment être encadré. Et pour revenir donc à une image déjà connue, donc l'incident qui est arrivé, ici on ne va même pas parler d'incident, voilà, l'accident même qui est arrivé, là c'est une catastrophe même, voilà, autant pour qui est arrivé au Congo, qui a entraîné donc plus de 242 morts. Donc, suite à une explosion donc d'un camion citerne. Donc, parce que ces personnes-là n'étaient pas averties, ou même s'ils étaient avertis, on peut parler aussi donc de négligence donc à quelque part. Donc, l'un dans l'autre, on dénombre 242 morts. Et quand ces choses arrivent, c'est l'entreprise qui assume la pleine responsabilité. Donc, peut arriver même à la mise en demeure, à la réparation et même à la fermeture donc, de l'entreprise. Parce que leur acheminement même se veut est très, très dangereux. Donc, il faut beaucoup donc, de moyens de contrôle pour pouvoir gérer donc, le transport.
Donc, un exemple d'un accident. Une vidéo vraiment qui démontre le sérieux vraiment qu'on doit pouvoir mettre lorsque notre entreprise assure la fabrication ou encore le transport encore d'une matière donc dangereuse. Alors, ce qui nous intéresse dans les TMD, c'est ça, la signalisation. Et quelle est la réglementation donc, qui accompagne la signalisation? Parce que la loi est claire là-dessus. La loi demande à ces structures-là de pouvoir donner l'information au public en alignant tout ce qui est comme réglementation, codification, nomenclature même internationale. Donc, une signalisation donc est de mise et qui spécifie et qui s'applique aussi donc sur tous les moyens donc, de transport de matières dangereuses. Alors, donc, ce qui nous intéresse, c'est ça, le code danger et le code ONU. C'est des choses connues, c'est des choses qu'on voit très, très fréquemment en circulation. Mais aujourd'hui, en tant qu'averti, notre manière donc d'appréhender ces situations-là donc va changer. Alors, donc, soit par des plaques orange, c'est-à-dire le placardage, on verra qu'est-ce que ça signifie. Généralement, sur tout camion de citerne comme sur celui-là, on arrive toujours à voir au-dessus de la plaque cette plaque-là, qui est divisée en deux chiffres généralement en haut et 4 chiffres donc en bas. Qu'est-ce que ces chiffres-là donc vont représenter? Donc, placés à l'avant et à l'arrière ou sur le côté donc du moyen de transport, considérez soit par une plaque orange réfléchissante indiquant, le code de la matière et le code danger. Alors, pour ceux qui arrivent directement donc, à voir le curseur, donc elles permettent de connaître rapidement les principaux dangers. Ici, quand on va parler de danger, ils font toujours allusion donc, au risque présenté donc, par la matière elle-même transportée. Donc, le code danger de 4 chiffres ici, plutôt le code ONU, c'est une nomenclature donc, internationale qui permet donc de montrer l'identité même de la matière qui est transportée. Par contre, le code qui est sur le voyant supérieur, c'est celui-là, le code danger. Alors, dans la partie dangereuse, qu'est-ce qu'on lit? Nous lisons 336. Donc, dans la partie supérieure du panneau orange, un nom indique le ou les dangers présentés par la matière. Le premier chiffre généralement parle donc du danger principal. Ensuite, le deuxième et le troisième vont indiquer donc des dangers secondaires. Donc, s'il n'y a pas donc de danger secondaire, le deuxième chiffre donc est un 0. Ainsi, 36 se lira inflammable donc, et toxique. On dit que le chiffre 3 fait allusion donc, à une matière qui est inflammable et le chiffre 6 donc, fait allusion donc, à quoi? À une matière qui est toxique. Et donc, lorsqu'on a le redoublement d'un chiffre, cela indique quoi? Une intensification donc, du danger. Ainsi, 33 se lira donc très, très inflammable. Autre précision, si ce numéro est également précédé d'un X, ça signifie que la matière transportée là réagit dangereusement avec l'eau. C'est-à-dire, s'il arrive qu'on est témoin, je ne dirais pas victime, d'un cas d'explosion, d'un incendie, et qu'on voit sur le code danger X, dans notre intervention, ou si on doit appeler les sapeurs-pompiers, il faut qu'on leur donne cette information pour qu'ils sachent qu'attention, on ne doit pas utiliser donc comme agent extincteur de l'eau, parce que cette matière dangereuse-là va réagir donc quoi? Dangereusement en provoquant aussi d'autres choses. Donc ici, quand on parle de code danger, elle peut avoir tout son sens, parce que c'est les arguments qui accompagnent. Danger parce qu'elle est inflammable. Inflammable parce qu'elle est, elle est une menace, elle a un potentiel donc, de créer beaucoup donc, de dommages, notamment une explosion, etc., etc. Donc, elle a tout son sens. Donc ici, on va demander aussi de faire une capture ou une photo de cette partie-là, parce qu'on aura au moins 2 exercices très, très rapidement pour voir si on a compris. Donc, faites un capture et
signaler si la capture elle est faite pour qu'on puisse avancer. Est-ce qu'on peut passer la capture? Est-ce qu'elle est faite? Est-ce qu'on peut avancer? OK. Alors, donc, ce qui nous intéresse, c'est le code danger. Le code ONU, qui n'est pas forcément très important parce que c'est une nomenclature donc, internationale. Donc, il vient forcément donc, mettre une identité sur la matière dangereuse. Par exemple, vous allez voir que le code 2031 correspond donc à quoi? À l'acide nitrique. Le code donc 1017 au chlore. Donc, on ne peut pas vraiment répertorier tous ces éléments-là en tête pour voir vraiment le contenu. Mais le plus important, c'est de connaître donc les dangers affiliés même à la matière elle-même, à travers donc ces caractères qu'elle peut engendrer. Et donc, ça permet aussi déjà de faciliter déjà notre appréciation donc, des différents risques. Deuxième chose aussi, c'est de faire cette capture-là. Il faut qu'on arrive à faire une photo de ça, la signification de chaque chiffre. Donc, le code danger qui nous intéresse le plus, qui est situé dans la partie supérieure, donc notamment 336. Le premier, le danger principal. Le deuxième, le danger secondaire. Et le troisième, c'est le danger quoi, subsidiaire. Donc, le code danger et le code ONU. Alors, on verra que 0 ne signifie rien. Donc, 1, pour le premier chiffre, va représenter que la matière est explosive. Le 2, gaz comprimé. Et le deuxième chiffre, voici donc leurs différentes interprétations. Donc, naturellement, on a 336. Qu'est-ce que ça va signifier d'après vous? 336. Qu'est-ce que ça va signifier? En fonction donc de ce tableau-là. Allez-y, monsieur Diarra. Et le code 336, hein? Oui. Et c'est du liquide inflammable et toxique. Liquide inflammable toxique. Est-ce qu'on est d'accord avec monsieur Diarra? Allez-y. Madame Soulama, allez-y. Moi, je dirais liquide, très dangereux, très inflammable et toxique. Donc, parce qu'on a vu que lorsque le deuxième chiffre est répété du premier chiffre, elle vient intensifier donc le caractère. Donc, si 3 qui est inflammable, et lorsque le troisième encore revient, ça signifie très, très inflammable et toxique. Donc, voici un peu comment ça s'apparente. Donc, dans circulation, généralement, quand on doit pouvoir voir ces chiffres, généralement, pour les camions citernes, pour le gasoil, les chiffres fréquents, c'est le 33 qui montre que c'est très, 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 très inflammable. Donc, on les oblige à pouvoir placarder pour avertir la population sur, la matière dangereuse et sur donc les risques même qu'elles peuvent engendrer. Et ça permet vraiment de, comment je vais dire ça, d'intégrer ou encore d'apprécier même les différents risques. Mais sauf que l'autre côté, on n'arrive pas à communiquer à la population sur les risques là, parce que d'une personne à une autre qui connaît vraiment, elle peut quand même savoir comment se comporter. Par contre, une autre personne qui n'est pas avertie, la réactivité même change, le comportement donc change. Vous prenez deux enfants, par exemple, si vous confiez un serpent à l'autre, un autre serpent à l'autre, et que le papa dit à l'autre, il n'est pas dangereux. Donc l'enfant qui a confiance déjà à son papa dit, le serpent n'est pas dangereux, je peux jouer avec lui. Par contre, l'autre, il a confiance à son papa. Donc, en fonction souvent de l'information qu'on donne, cela détermine aussi la réaction aussi de ceux-là qui vont recevoir ces informations-là. Donc, aujourd'hui, nous qui sommes avertis, on devient aussi un canal de sensibilisation de nos proches. Parce que souvent en circulation, vous allez voir, même avec ces camions citernes, on fait des dépassements. Souvent, on a des zones qui sont très, très restreintes, on veut passer. Donc, on doit avoir quand même ce droit de regard-là. Alors, donc, merci aussi de faire une capture. Donc, le placardage, naturellement, permettra vraiment de pouvoir mettre ce code danger, que ce soit le code ONU ou encore le code danger, et passer par les étiquettes
à travers les pictogrammes pour informer donc sur les caractères donc, de ces différents dangers-là. Donc, ça permet donc d'avertir. Parce qu'aujourd'hui, même en audit, quel qu'en soit le plan de prévention que vous passez, on vous demande quelle est la preuve que vous avez informé les travailleurs. Quelle est la preuve que vous montrez aux gens que ce que vous transportez est dangereux. Donc, c'est à travers donc, le plan cadre. Et donc, voici comment ça se perçoit. Généralement, sur les camions citernes, on a toujours ça, le code danger et le code ONU et beaucoup d'étiquettes qui seront apposées donc, sur le type d'engin non utilisé. Donc, sur les deux images, voici comment, avec donc les différentes étiquettes. Donc, demain, on termine aussi avec les pictogrammes et les mentions donc, de danger. Non, pas demain, plutôt. Voilà, à l'autre occasion, jeudi, c'est la fête. Donc, dimanche, avec le SIMDUT, qui est le système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail. Ils vont venir en tout cas éclairer encore donc, notre lanterne. Quand même en Europe, on a vraiment beaucoup plus donc, de sérieux qui encadrent donc, ce type de transport-là. En aménageant des pistes pour ce type de transport-là, pour ne pas exposer même la population même à ce type donc, de matière-là et aussi pour faciliter donc quoi l'agglomération. Donc la mairie qui est en charge de vraiment gérer donc sa circonscription prend en charge donc à travers donc des arrêtés et les eux-mêmes pour pouvoir faciliter donc le transport. Parce que le transport lui-même en tant que poids lourd, c'est déjà un problème. Et si on ajoute encore la matière dangereuse aussi qu'elle utilise, qu'elle transporte, ça serait aussi donc un problème. Donc, voici comment un peu donc, ça va s'apparenter. Donc, la prévention donc, par la formation des intervenants. Et donc, nous, ce qu'on va pouvoir être en mesure de faire, c'est de former, sensibiliser donc, nos travailleurs sur tout ceux-là qui travaillent donc, dans cette chaîne-là, partant de la conception, parce que on a vu que quand on va parler d'accident de travail, on a l'accident déjà qui arrive donc par l'immédiateté, qui se répartit en trois groupes. L'accident sur le lieu de travail, l'accident donc transport qui prend en compte l'aller-retour avec d'autres paramètres, c'est-à-dire le lieu de restauration, la résidence primaire, secondaire, et l'accident de travail même pendant encore quoi, les missions. Donc, notamment, il va falloir donc mettre beaucoup donc de sérieux pour pouvoir encadrer à travers les équipements qu'on mettra à disposition. Ensuite, par rapport à la main-d'œuvre, qu'est-ce qu'on va mettre dans la main-d'œuvre? On va s'assurer que tous les chauffeurs aient la qualification et une révision même pour une mise à jour même de leur formation sur les bons comportements donc, pendant le transport. Ensuite, par rapport au matériel lui-même qui est l'engin, on va mettre en place des éléments d'inspection fréquente à travers une maintenance préventive pour s'assurer que l'équipement lui-même ne soit pas sujet d'exposition. Aujourd'hui, ça s'aperçoit vraiment avec beaucoup plus même de transporteurs où on arrive vraiment à contrôler même à distance, c'est-à-dire bloquer la limitation de vitesse pour que même si le travailleur lui-même veut aller en excès de vitesse, il n'arrive pas. Donc, on arrive à bloquer. Donc, ensuite, des caméras donc d'enregistrement à l'intérieur de la cabine et même à l'extérieur pour que si un accident arrive, on arrive vraiment à voir est-ce que c'est le chauffeur lui-même qui a tort ou est-ce que c'est la victime elle-même qui a en tort. Ensuite, le GPS aussi, en fonction de l'itinéraire qu'on va pouvoir mettre à travers notre méthode, parce que la main-d'œuvre peut décider de ne pas respecter. Voilà, donc ça permet un temps soit peu, l'ensemble de ces éléments permettent un temps soit peu donc de pouvoir contrôler la main-d'œuvre, le matériel, la méthode qu'on va mettre en place pour pouvoir encadrer, pour que déjà l'ensemble de ces éléments-là puissent interagir donc facilement. Donc, sur le lieu de transport, sur le lieu de travail, c'est facile parce qu'on a déjà notre procédure, notre plan qui sont déjà implantés sur le site. Les bouches à incendie, donc tout peut facilement arriver, on peut le maîtriser. Mais pendant le transport, on va préparer des scénarios, scénariser en collaboration avec les autorités aussi, que ce soit la mairie, pour faire des exercices de simulation, pour voir est-ce qu'en transport, si un accident d'une telle envergure arrive, qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre pour éviter que les dommages là, parce que là, on sait qu'on est responsable de la sécurité de nos travailleurs et aussi même du public même d'en face. Donc, on va scénariser, on va créer, faire des exercices pour mettre même les acteurs au pied du mur, pour voir leur comportement. Est-ce que tout ce qu'on les a donné comme information, est-ce qu'ils arrivent même à pouvoir donc les mettre en place? On va scénariser, prendre une piste avec la permission vraiment de la mairie, où on va simuler par exemple un accident, même si c'est un équipement par exemple qui ne contient rien.
Voilà, on simule un accident et on voit la réactivité donc de notre personnel. On va commencer à voir est-ce qu'ils vont baliser, déjà mettre en place, en prenant l'avantage donc sur les EPC au détriment donc des EPI, sans toutefois négliger les EPI. On va déjà définir une zone, donc balisage. Ensuite, la protection par éloignement, quelqu'un pour faire des déviations. Et ensuite, si on a d'autres éléments d'instincteurs, etc., des trousses de premier secours pour faciliter les premiers soins et lancer donc la procédure donc d'alerte. Donc, lorsqu'on est toujours donc, sur notre périmètre, il est très facile. En Europe, quand même, avec le PPI, ça permet vraiment, vraiment de veiller donc sur la sécurité même de la population. Et donc, l'un dans l'autre, on finira donc par protéger donc l'ensemble en informant surtout et en mettant en place donc un plan donc d'évacuation avec tous les éléments non contenus pour pouvoir donc contrôler. Est-ce qu'il y a des questions concernant donc les TMD? TMD, donc c'est un petit module. Voilà, c'est l'ensemble des éléments qu'on devrait donc parcourir aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions, que ce soit avant, pendant ou après? C'est l'ensemble des éléments qu'on devrait quand même voir. Est-ce qu'il y a des questions sur le transport des matières dangereuses? Des questions? Allez-y. Tant que je vais mettre ici ça. Allez-y, allez-y. Je n'arrive pas à voir. Monsieur Traoré, oui. Allez. Ok, Monsieur Maïga, merci. allez-y, Oui, allez-y. oui, ma question est la suivante. Est-ce que les cours qu'on met sur les différents TMD transportés, est-ce que c'est les intéressés qui choisissent ou bien c'est des cours qui sont déjà prévus? Ok, merci, monsieur. Quelqu'un qui se propose volontaire pour répondre à la question de monsieur Traoré? Oui, allez-y, Ouais, monsieur Maïga. Non, ce sont des codes universels. Il y a, il y a, il y a une norme qui prévoit ces codes-là. Ça. Merci, monsieur Maïga. Et on revient à votre question maintenant. OK. Bon, à mon niveau, au fait, c'est un ajout. Oui, allez-y. Donc, parmi les matières dangereuses, il y a les matières radioactives qui font partie. C'est ça. Et maintenant, au niveau des matières radioactives, là, vu les situations qu'on vit actuellement, côté sécuritaire, donc il y a un autre volet qui s'ajoute dans le transport, c'est la sécurité du transport. Donc, au niveau de la sécurité du transport, et donc la sécurité du transport là consiste à prendre des dispositions pour que, au cours du trajet, que la matière radioactive ne tombe pas dans des mains des personnes malveillantes qui vont récupérer ça et puis aller faire du mal ailleurs, dans le pays ou ailleurs. Voilà. Donc, en tout cas, en fonction des catégories des sources, et il y a des dispositions à prendre au niveau de la sécurité. Donc, les sources là, elles sont catégorisées de 1 à 5, dont la catégorie 1 est la plus dangereuse. Donc, pour les catégories 1 et 2, donc, une escorte est obligatoire. Une escorte DFDS est obligatoire.
Donc, avant le transport, il y a la formation de tous ceux qui sont concernés, que ce soit ceux qui vont suivre le convoi à distance, que ce soit ceux qui font partie du convoi immédiatement, doivent être tous formés. Au moins, c'est une formation qui va prendre une journée pour, euh, pour qu'ils puissent vraiment avoir les bons réflexes en cas de besoin. Donc, voilà un peu ce que je voulais ajouter. Merci, Monsieur Maïga, vous soulevez un très bon point. Vous soulevez un très bon point. Et aujourd'hui, il y a vraiment un défaut, il y a un défaut. Ah bon, il n'y a pas de défaut, mais quand même, il y a beaucoup de failles, voilà, dans notre manière d'appréhender ce type de transport. Parce que vous allez voir qu'aujourd'hui, j'avais eu l'occasion à discuter aujourd'hui avec des personnes du corps, voilà, qui étaient chargées donc de sécuriser. Mais qu'est-ce qu'on met dans la sécurité? C'est pour éviter donc les malveillances, voilà, d'autres faits. Même le transport, par exemple, même du cyanure, lorsque, par exemple, on arrive à l'acheminer d'un point A à une, par exemple, on appelle des escortes pour venir sécuriser. Mais qu'est-ce qu'on met dans la sécurité? C'est pour éviter qu'on vienne les utiliser pour aller faire d'autres choses à d'autres fins. Et on oublie même que ceux-là même qui assurent cette escorte-là, il faut que aussi ça soit des personnes averties. Il faut qu'ils sachent en fait les risques même liés même à l'escorte. Parce que si on identifie simplement que le côté vol et qu'on oublie même que cette matière dangereuse, voici les risques auxquels même vous êtes exposés, là encore, il y a un autre problème. Là encore, il y a un autre problème. Alors, donc, pour revenir directement, donc, pour répondre voilà, à la question de M. Traoré, donc, c'est une nomenclature internationale et d'un pays à un autre. Et quand on va faire le SIMDUT, qui est le système d'information, on va voir qu'il y a le système général harmonisé parce qu'avant, chaque pays avait sa codification où un produit peut être considéré dangereux au Burkina s'il arrive au Mali, en fonction de eux, leur réalité, diront que le produit n'est pas dangereux. Et souvent, notre réaction, notre comportement face à une situation dépend de l'information qu'on reçoit. Et donc, au Burkina, quand même, il y a ce contrôle, il y a ce suivi-là qui est mis en place. Vous allez voir la DGPE qui sont en charge donc, de gérer déjà tout ce qui est comme produits chimiques qui entrent donc, au pays. Ils arrivent quand même à pouvoir donc, les suivre. Et donc, quand un produit arrive, le système général harmonisé permet donc de mettre quelque chose donc, international pour que tous les pays, tous les produits matières dangereuses donc, soient, pour que toutes les matières dangereuses, leur transport soit connu de tous à travers donc, voilà, cette nomenclature-là. Donc, généralement, un produit qui va quitter le Ghana pour un transport, naturellement, s'il arrive donc au Burkina, naturellement, il faudrait que le code danger ou encore le code ONU soit connu donc de tous. Donc, voici un peu M. Traoré. Alors, un exercice très, très rapidement. On va commencer 2, 3 et terminer. Donc, on va commencer soit le code danger ou son interprétation. Donc, 33, qu'est-ce que ça va signifier? Le 80, qu'est-ce que ça va signifier? Le X80, qu'est-ce que ça va signifier? Et le gaz toxique inflammable comme code danger, qu'est-ce que ça va représenter? Et enfin, le code danger 30, qu'est-ce que ça va représenter? Donc, volontaire, on va se donner 5 minutes pour le faire. Volontaire, ouvrez votre micro et allez-y proposer. Et l'ensemble pourra donc voir si c'est juste. Allez-y. Allez-y, Monsieur Diarra.
Ok, merci. Je commence par le 33, Ok. qui signifie liquide très inflammable. Oui, liquide très, Euh, très inflammable. Parce que le 3 oui, montre l'inflammabilité et lorsque le 3 se répète 2 fois, ça vient intensifier ce caractère-là. ok. Voilà, liquide Merci. très, très inflammable. Très, très inflammable. Ensuite, Ok. Voilà, le 80, c'est de la matière corrosive. le Le, 80 le- comme matière corrosive. Ok. oui. Maintenant, le X88, c'est de la matière très corrosive avec une réaction dangereuse à l'eau. Donc, il réagit très, très violemment donc, avec l'eau. Et donc, quelle information le X nous donne généralement? Vous dit que déjà dans notre plan donc, de prévention, on doit avoir déjà un instincteur qui n'est autre que donc l'eau. Donc, ça permet vraiment donc d'apprécier donc notre gestion par rapport donc à ce type de risque-là. Ah, oui, allez-y, monsieur Diarra, si vous voulez continuer, ou un autre volontaire pour continuer. Sur le gaz toxique et inflammable, à quel code danger ça va correspondre? Ok, le gaz toxique et inflammable, ça va correspondre au 263. Au 263, ok. Oui, gaz toxique et inflammable. Ouais. Ok, on peut continuer. Oui, on peut continuer. Si on a un autre volontaire, n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Ou si d'autres sont contre certaines propositions, vous avez la possibilité d'interagir. Allez-y, monsieur Diarra. D'accord. Le 30, Le 30. oui, signifie liquide inflammable. Liquide inflammable. Donc ici, le 0 n'a pas de sens en fait. Le zéro n'a pas de sens, oui. OK. La Ensuite, matière, la matière toxique toxique et corrosif. et corrosive, ça, ça va nous donner le 668. Le 660. Non, le 68, puisque c'est toxique et corrosive, et non très toxique et corrosive. Donc, je prends le 68. OK. C'est Ensuite, ça, vous suivez? oui, on arrive à suivre quand même. Allez-y. OK. Le 90, et ça, c'est danger divers. Danger divers. OK. Danger Oui. divers. Mhm. Monsieur Diarra, faites la passe à quelqu'un d'autre. Faites la passe. Donc, essayez de voir parmi les participants, voilà, Oui. qui vous voulez faire la passe. J'appelle alors Monsieur Maïga. Monsieur Maïga. Donc, Monsieur Maïga a la parole. Si Monsieur Maïga nous reçoit, il a la parole. Donc, nous sommes au niveau du 263. Le 160. 63. Euh, sur le téléphone, j'ai des difficultés à voir. Hein. OK. Donc, on va vous aider un peu. Le 263. OK. Le 263. C'est-à-dire, bon, les dessins là, je n'arrive pas à bien voir. OK. Peut-être Donc, si on c'est qu'on va pouvait faire agrandir. d'autres. Mhm. OK. Donc, le 263. Donc, le 2 va correspondre, le 6 et le 3.
263. 200, donc le 2. Ah, les problèmes de vision là et là. Hein. Ouais. Donc, quelqu'un peut aider M. Maïga. Allez-y, M. Bouddha. C'est risque d'émanation de gaz avec le 2. Le 2, est-ce qu'on est d'accord? Non, on ne voit pas ça ici. Monsieur Bouddha vient à votre aide. Allez-y, Monsieur Bouddha. Okay. Est-ce que Monsieur Bouddha nous reçoit? Est-ce que Monsieur Bouddha nous reçoit? Est-ce que Monsieur Bouddha nous reçoit? Autre volontaire sinon, Madame Soulama ou Madame Zongo? Oui, je vous reçois. Allez-y, allez-y. Vous me recevez? On vous reçoit 565. Voilà, je dirais que 263 Oui, va correspondre à un gaz comprimé, oui. toxique et inflammatoire. Et toxique et voilà. OK, d'accord. Ensuite, le prochain? Le Le prochain, prochain, donc, c'est avec ça, les captures, ça pourra nous aider. c'est ça. Là, d'autres lisent et ensuite, on regarde tous ensemble. Donc, merci de faire des captures et d'autres pourront le lire et ensemble, on verra. Donc, gaz toxique et comburant. Donc, merci de faire des captures et on va le lire par la suite. Gaz Gaz toxique et comburant. Ça correspond à quoi? Gaz toxique et comburant. Donc, gaz toxique et comburant va Gaz correspondre toxique et comburant, on va correspondre à 65. à 65. Donc, un gaz, naturellement, c'est une matière. Donc, qui dit gaz toxique, matière toxique, ça Oui, peut aller. Et ensuite, le deuxième, donc toxique, donc gaz toxique et comburant. Ensuite, oui. ce qui suit, quelqu'un pour nous aider, ceux qui ont fait les captures. Quel chiffre suit? C'est le truc même que je suis en train de lire maintenant. OK, le 88, je pense. Oui, le 88. Le 428. Oui, le 88. Le 428 va correspondre à une matière très corrosive. Voilà. Donc, ça vient intensifier. C'est effectivement ça. Ensuite, ce Oui, qui suit, matière solide matière. inflammable réagissant avec l'eau. Matière solide inflammable réagissant donc avec l'eau. Danger violent. Est-ce que M. Bouddha nous reçoit? Ou un autre volontaire? Le réseau, le réseau. Oui, le réseau est un peu compliqué actuellement. Oui, M. Diarra, pour venir en aide. OK. Matière solide, inflammable et réagissant avec l'eau. Oui. Et nous allons avoir du 43X. Du 43, donc X. Est-ce qu'on est Ouais. d'accord? 43X. Le 4 qui fait référence à... Solide, inflammable. OK. OK. Donc le 3 Oui. inflammable et le X donc pour montrer donc la réactivité dangereuse face à l'eau. Ensuite le 60.
76. Le 76. Bonsoir. Oui, Madame Soulama, Ça va. J'allais proposer matière toxique. Allô? oui, on vous reçoit. 76, j'allais proposer, pardon, matière radioactive. Matière radioactive Toxique. et toxique. OK, OK. Ensuite, matière comburant toxique. Matière comburant toxique ou à défaut le 60 pour terminer. Donc, le matière comburant toxique ou le 60 pour terminer. Monsieur Ouedraogo a le micro ouvert, allez-y. Monsieur Ouedraogo nous reçoit. Allô? Allez-y, Sanata Je Ouedraogo. Oui, je propose le 56. Le 56 pour la matière toxique. Matière Oui. comburant toxique, OK. Ensuite, le 60. Oui, Monsieur Diarra. Je pense que le 60, c'est de la matière toxique. La matière toxique. Donc, voici un peu, voilà, cet exercice-là permettait vraiment d'arriver. Donc, le plus important pour nous, ce n'est pas forcément si les codes, par rapport aux codes danger, on peut vraiment, voilà, maîtriser, voilà, cette nomenclature-là. Par contre, le code ONU, ce n'est pas forcément obligatoire parce que c'est en fonction donc, des dangers qu'on va identifier, qu'on saura mettre en place donc, un plan pour éviter ou encore diminuer même leur probabilité d'occurrence. Et donc, quand on parle donc de TMD, voici un peu voilà, à quoi donc ça ressemble. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, actuellement, comme information, nous sommes déjà dans les programmes de fête cette semaine, donc on aura quand même l'occasion. Oui, allez-y, Monsieur Bouddha. Allez, Monsieur Bouddha. Excusez, Oui, allez-y. oui, vous me recevez? Oui, on vous reçoit 5-6. Excusez-moi, je suis pas d'accord avec la réponse de M. Diarra concernant la matière solide inflammatoire réagissant avec l'eau, danger violent. OK. Vous Il a proposez donné donc 43X. 43, 4 pour le solide inflammable. X. OK. Oui. Donc, qu'est-ce que vous proposez? Je regarde très rapidement. Moi, je dirais 4X. C'était je regarde rapidement. La matière solide, inflammable, réagissant dangereusement avec l'eau. OK, on revient là très rapidement. Matière solide, inflammable. OK. Oui. Donc, il a donné matière solide. OK, allez-y. Donc, qu'est-ce que vous proposez? Il avait donné 43X. OK. Pourtant, quand vous prenez le 3, c'est le liquide inflammable. Inflammable, OK. Oui. Moi, je dirais plutôt 4X. Le 4X, donc le solide en lui-même. Oui. Parce que une matière peut être solide, elle peut être aussi liquide, et aussi, donc, elle peut être gazeuse. Oui. Donc, si on dit que le matière solide inflammable, donc comme le 4X, c'est 4X que vous proposez. Voilà, donc ça peut aller. Oui, 4X. Oui, 4X, ça peut aller. D'accord.
C'était juste ça. Donc, voilà. Merci, D'accord. Monsieur Merci Bouba. beaucoup. Merci. Alors, donc, comme information, je disais tantôt que nous sommes dans la période des fêtes. Donc, jeudi, il n'y aura pas cours. Donc, le prochain rendez-vous, ça sera le dimanche. Et ensuite, pour la deuxième semaine, pour la fin d'année, ça sera aussi donc le dimanche. Voilà, ça sera aussi le dimanche. Alors, à côté de cela, voilà, vous allez remarquer que dans le groupe, après des séances, que ce soit en présentiel, on met souvent des exercices dans le groupe. Voilà, donc ces exercices-là, c'est beaucoup plus pour ceux qui sont en présentiel parce qu'avec ceux qui sont en ligne, généralement, c'est après la séance en présentiel donc on le fait. Donc, certainement, vous avez vu les TMD, c'est aujourd'hui que nous sommes en train de voir et l'exercice encore se trouve dans le groupe. Donc, on a aussi balancé aujourd'hui sur le Simdut qu'on n'a pas encore vu. Donc, lui, on devrait le voir le jeudi. Donc, on va facilement le voir le dimanche. Voilà, le dimanche. Donc, quand on va arriver à là aussi, vous aurez l'occasion donc de pouvoir le traiter. Autre information, quand même, on a réussi, on a M. Ouedraogo et M. Kara qui sont actuellement sur le site de Mana. Je pense qu'ils ont fait leur visite médicale, je pense, ou ils ne l'ont pas encore fait. De toutes les façons, ils sont très bien arrivés sur le site et si normalement, ils doivent pouvoir débuter demain lundi. Donc, je pense qu'ils sont là. On va demander à un de prendre la parole rapidement afin de clôturer la session. Ok, bonsoir M. Evado. Voilà, bonsoir. Bonjour Soumaïla. Voilà. Alors, on est bien arrivé, on a passé notre visite et tout s'est bien passé. Et comme vous l'avez dit, on attend demain pour enfin débuter. D'accord, d'accord. Donc, pour l'instant, voilà, on vous porte en prière et on espère que tout va bien se passer. Tout va bien se passer. À côté de ça aussi, on a monsieur Zaba aujourd'hui on a eu une opportunité sur le même site aussi avec un autre prestataire. Donc, normalement, très rapidement, demain, il doit être dans le cas pour vous rejoindre. Donc, ça fait déjà la troisième opportunité. Pour les deux autres filles, notamment Kodombo et Sonia Mariam, elles doivent commencer probablement non encore en janvier. Donc, on a beaucoup d'opportunités qui arrivent. Pour tous ceux qui sont intéressés, priez, prendre attache avec la secrétaire pour qu'elle arrive à intégrer donc, le domaine QHSE donc, sur les CV. Pour que lorsque ces occasions-là se présentent directement, voilà, on puisse déjà les mettre à disposition. Sinon, autrement, c'est de vous souhaiter bonne Noël. Donc, prenez soin de vous, veillez sur vos proches. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais vous souhaiter une très bonne soirée et on va se donner rendez-vous pour le dimanche. Donc, joyeux Noël d'anticipation.